Marché fruitier de la commune du Plateau. Les commerçants et leurs clients sont exposés chaque jour aux accidents de circulation. Difficile de stationner ou de traverser la route pour s'acheter un fruit dans ce marché. Les raisons, manque de parking et la densité du trafic des véhicules. C'est très dangereux parce que ma grande soeur a eu un accident ici. Ça fait au moins 4 mois comme ça. Elle a garé le temps de descendre. Elle n'était même pas descendue encore. Il y a un camion qui est venu la frôler. Et puis prendre une autre dame dans sa voiture, elle est morte sur place. Où les femmes là sont assises, la voiture a laissé la route pour aller me prendre là-bas. 2014 là. J'étais dans le coma même. J'ai été soigné près de 2 millions. La mairie nous a envoyé. Comment on va faire? C'est à cause ça, après l'accident, je suis guérie maintenant, je commence à venir encore. Ce marché, situé à 2 mètres du boulevard de la Carina, ne dispose pas de feux tricolores ni de panneaux de signalisation. De graves accidents de circulation se produisent régulièrement à cet endroit. C'est un problème d'insécurité pour les commerçants. Le chauffeur de taxi même qui vient nous prendre, là, qui vient prendre nos clients là, et c'est eux qui tournent ici à chaque fois. Maintenant, ici là, nous on voulait une barrière, nous voulons un feu. Parce que franchement ici, les gens sont fatigués. À chaque fois il y a accident, nous-mêmes on est dans nos marchés. Même si on voit un petit bruit, tout le monde vient trouver que accident grave. La voiture de Koubel a laissé, c'est venu ramasser mes bagages ici, tout versé en bas. Voilà. Nos problèmes c'est ça. Voilà. C'est le marché qu'on nous a donné. Quand on se débrouille ici, il y en a une pantante comme ça, quelque chose vraiment pour savoir, il y a des gens, vraiment ça peut nous arranger. On n'a pas fait au marché, ça fait nuit, ça fait noir dedans. On est en bas là, il pleut comme ça, l'eau rentre, on est obligé de fermer tous les bagages pour sortir. Apparemment le marché, pour moi, il n'est pas bien situé parce qu'il se trouve d'abord aux abords de la route. C'est dangereux pour la sécurité des commerçants qui sont là. Et comme il est dit que c'est un site provisoire, donc on espère que la municipalité du Plateau pourra trouver un autre endroit de recasement pour nos commerçants. Le marché fruitier du Plateau a été déporté sur ce site provisoire il y a environ 15 ans. La promesse de relocalisation reste sans issue. Selon les responsables de la mairie du Plateau, la commune manque d'espace. L'espace n'appartient pas à la mairie, l'espace appartient à la SIPF. Donc nous sommes en contrat. Ce périmètre-là est un périmètre de jonction. Ils ne sont pas des techniciens en matière de pose de panneaux. Pour la sécurité, parce que c'est vrai que c'est un marché qui juste l'autoroute, nous avons pris l'engagement de mettre en place une structure des jeunes que nous assistons par le biais de subventions. Toujours est-il que une fois qu'il y a l'autoroute en face d'un marché, il va de soi que c'est un danger potentiel. La solution n'est pas à nous, la solution c'est à l'État. Le jour où ces commerçants seront délocalisés, c'est le jour où la mairie construira un marché. En attendant que solution soit trouvée à leur situation, les commerçants du marché fruitier du Plateau et leurs visiteurs devront risquer leur vie pour la recette du jour. Créé en 1995 pour mettre en place les conditions des meilleurs fonctionnements des établissements scolaires, les comités de gestion des établissements scolaires COGES ont 20 ans. Un partenariat parent-école qui n'est pas toujours tranquille. La communication ne passe pas correctement entre les parents d'élèves et ceux qui gèrent la COGES. Une réalité reconnue par le président national des COGES, mais qui selon lui s'explique. Quand on convoque les âgés, on n'avait pas le temps d'aller et vous envoyer la servante qui vous représente et qui ne vous rend pas compte. À l'occasion des 20 ans d'existence de l'organisation, le bilan est jugé positif. Globalement, les fonctionnements et la mise en place des COGES dans les établissements constituent vraiment une bouchée d'oxygénation pour nos établissements. Un bilan soutenu par la tutelle, Kandia Kamara, à l'occasion du lancement des festivités marquant les 20 ans des COGES, exhorte les comités à en faire plus. Célébrer les 20 ans des COGES, c'est signer un bail avec l'avenir. À ce stade de mon propos, je lance un appel pressant à une vigilance accrue des parents d'élèves et leur implication effective dans la lutte contre les grossesses et les violences en milieu scolaire. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de la célébration des 20 ans des COGES, dont un colloque qui se tient du 20 au 25 janvier à Yamsoko. L'outil numérique, sa connaissance afin de mieux la maîtriser, au moins de l'informatique. Génie Sciences 2016,
Un concours organisé par le club informatique du collège moderne d'Abobo PK18 veut s'en faire l'écho. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'informatique est comme cette matière-là qui rassemble toutes les connaissances. Okay? Donc nous nous appuyons donc sur l'informatique pour mieux expliquer aux enfants les notions de mathématiques, les notions de physique. Pour le principal de l'établissement, cette initiative est à soutenir. Les TIC sont indispensables aujourd'hui à tout apprenant qui veut être, je dirais, compétitif. L'ouverture de cette compétition a opposé les élèves de la 6e 1 à la 6e 4. Les responsables du club informatique se disent satisfaits. Ils exhortent leurs camarades à s'intéresser davantage à l'informatique. Je leur dis de bien vouloir pratiquer l'informatique parce que maintenant l'informatique c'est genre notre source de vie. Si on ne connaît pas l'informatique, on est comme des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Je suis très content d'avoir organisé ce concours Génie Sciences parce que ça me donne beaucoup de connaissances. L'informatique permet d'apprendre beaucoup de choses sur l'ordinateur. Génie Sciences est à sa 6e édition. Le club informatique du collège moderne d'Abobo PK18 l'organise depuis 2008. Bienvenue dans le village le plus propre d'Asie. Le panneau le dit, le nombre de poubelles le confirme. Ici à Molinong, dans le nord-est de l'Inde, les déchets n'ont pas droit de cité. Nos grands-parents et nos ancêtres nous ont appris comment nettoyer le village et les environs, parce que c'est sain pour nous. À l'origine de cette méticulosité acharnée, une épidémie de peste à la fin du 19e siècle qui a fait des millions de morts dans le pays. Face au fléau, des missionnaires chrétiens inculquent les principes d'hygiène de base aux villageois. Les pratiques sont restées. En 2003, un journaliste découvre le village et le qualifie de plus propre d'Asie, un surnom repris par de nombreux médias qui en ont fait une véritable attraction touristique. Je n'ai jamais pensé que le village allait devenir tel qu'il est aujourd'hui. Je n'ai jamais imaginé que tant de personnes de l'extérieur allaient venir ici. Tout ça est très inattendu. Inattendu aussi un tel havre de propreté dans un pays plutôt réputé pour son chaos. À Calcutta, ce n'est pas aussi civilisé. En tout cas, pas dans les villages. Donc je pense qu'il faudrait le faire à Calcutta ainsi que dans d'autres villes comme Bombay. Ces villes devraient vraiment suivre l'exemple. Revers de la médaille, les centaines de touristes qui arrivent chaque jour pourraient à long terme changer le visage de Molinong. Qu'avons-nous fait ? Le lien social qui unissait le village est en train de se désintégrer. C'est regrettable. Il n'y a plus de vie privée. Une femme qui lave son linge se fait prendre en photo. En accédant à la célébrité, le village a dû abandonner une partie de son mode de vie. Un sacrifice qui servira peut-être à quelque chose. Cette notoriété a convaincu le gouvernement d'en faire un exemple dans sa campagne pour une Inde propre. Un village sans histoire, théâtre d'un énorme scandale de pédophilie l'été dernier. Pendant plus de 5 ans, dans cette zone rurale du Pendjab pakistanais, une vingtaine d'enfants ont été forcés à se livrer à des actes sexuels devant des caméras. Les agresseurs ont à la fois vendu les vidéos dans le village et fait chanter les familles. Parmi les victimes, ce jeune qui a maintenant 16 ans. Je me sens très mal quand mes amis me regardent. Je sais ce qu'ils pensent. Mes camarades de classe et mes enseignants me méprisent. J'ai arrêté d'aller à l'école. Au Pakistan, les tabous et la question de l'honneur poussent souvent les victimes à ne pas dénoncer ce genre d'abus. Mais ici, lorsque les familles ont fini par porter plainte, ce sont les policiers qui ont fait la sourde oreille. Il a fallu que des heurts éclatent entre police et manifestants pour que l'affaire soit révélée. Des images pornographiques circulaient toujours lorsque nous y sommes allés, quelques jours après la découverte du scandale. La pédophilie est un sérieux problème social dans ce pays. C'est un crime dont personne ne parle et qui reste donc caché. L'affaire a fait la une des journaux et choqué l'opinion publique. Plus d'une trentaine de personnes ont été arrêtées, mais seulement 17 d'entre elles sont encore en prison. Car le code pénal pakistanais ne condamne ni les agressions sexuelles sans pénétration, ni la pédopornographie, ni l'exploitation sexuelle des enfants. Dans ces conditions, difficile pour les familles des victimes d'aller de l'avant.
Ces enfants devraient être envoyés à Islamabad ou à l'étranger. Ils ne peuvent pas faire leurs études dans cette province. 20 enfants ont été officiellement considérés comme victimes de viol ou de sodomie, seul crime reconnu par la législation pakistanaise. Mais ça pourrait changer. Une loi criminalisant les abus sexuels sur les enfants est en cours de discussion au Sénat.